Donc, merci tout le monde d'être là en grand nombre. On a mis l'image à l'écran, je trouve qu'elle est tellement représentative de la situation lorsqu'un fiduciaire arrive à prendre une décision. C'est probablement la première fois qu'il agit, soit comme liquidateur ou fiduciaire d'une fiducie. Il arrive, puis là, il voit tout le sentier, puis ça fait peur un peu de comment on fait pour se retrouver là, dans ces méandres-là. Puis c'est un peu le but là, de la présentation aujourd'hui. Vous donner un peu une perspective de comment, face à diverses situations, un fiduciaire corporatif va réagir. Puis de l'autre côté, d'un point de vue du juriste, comment nous, on intervient dans ces dossiers-là pour supporter justement le fiduciaire dans la prise de décision, pour s'assurer justement que la décision est prise correctement, mais également qu'il n'y a pas de responsabilité professionnelle qui est rattachée avec ça. On a 5 cas qu'on va aborder aujourd'hui. François, je vais te laisser peut-être commencer avec le premier, la mise en bouche. Oui, tout à fait. Vous m'entendez bien? Est-ce que là, c'est mieux? Mais je veux pas. Est-ce qu'on est correct avec le micro? Ah, là, on est correct, d'accord. Je veux juste pas que vous m'entendiez respirer dans le micro. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis notaire fiscaliste et là, le 30 janvier, ça va faire 30 ans que je travaille pour une banque et que j'ai été dans les services fiduciaires. Alors, les 5 cas que l'on a aujourd'hui, moi, je pourrais mettre des visages sur chacun de ces cas-là. Alors, mon rôle dans la présentation, c'est de vous parler de Céline, de Julie, de Gordon, et ensuite de passer la POC à l'expert que l'on consultait à l'occasion, parce que oui, vous savez, dans les documents, dans les testaments fiduciaires, hein, on donne pleine discrétion aux fiduciaires. Alors, nous, comme fiduciaires corporatifs, il faut l'exercer, la discrétion. Et vous allez voir, les cas, ce sont de vrais cas où on avait à prendre des décisions. Par exemple, dans le cas de Céline, qui est une femme adorable, malheureusement déficiente intellectuelle. Elle est bénéficiaire d'une fiducie au terme du testament de son père. Et tout ça fonctionne très bien. Donc, société de fiducie, on s'occupe de ce dossier-là. Il y a des revenus qui sont générés. On a un officier fiduciaire au dossier qui est en relation avec l'institution où habitait Céline. Tout ça est très up and running, tout ça va très bien. Et là, on reçoit une demande pour faire l'achat d'une chaise roulante électrique. Ça coûte cher, hein, une chaise roulante électrique? Mais il y a de l'argent dans la fiducie et on se penche sur le dossier. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? Alors oui, il est permis là, de faire un empiètement sur le capital pour procéder à des achats qui auraient une nature médicale. Mais nous, on est qui pour déterminer que, ben oui, ça prendrait une chaise roulante électrique? Alors, qu'est-ce que l'on fait premièrement? Ben, c'est de demander à l'institution de nous faire une demande par écrit. Donc, on veut que son médecin traitant, que le travailleur social nous dise que Céline va effectivement bénéficier de l'achat de cet équipement-là. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? Bien, on va aller chercher des soumissions auprès de certains fournisseurs pour être sûr qu'on va faire le meilleur achat. Et ensuite, bien, on va très bien documenter notre décision, documenter notre transaction, parce qu'on veut être sûr d'être capable de rendre compte aux bénéficiaires du capital, qui est ici le frère ou le demi-frère là, de Céline. Donc, au décès de Céline, il va falloir rendre compte de notre administration. Alors, on fait vraiment notre travail de voir quels sont les éléments à considérer. Et au niveau de société de fiducie, là, on va fonctionner. Vous voyez, à la dernière, en bas, là, comité de décision, je parlais d'un agent fiduciaire qui est au dossier, qui connaît bien Céline, connaît bien les gens de l'institution, mais cette décision-là ne va pas se prendre par une seule personne. Donc, on crée ce qu'on appelle un comité des sages. On va s'asseoir, on va discuter des décisions, ultimement prendre la décision, la signer, la documenter et la mettre au dossier. L'aspect juridique? L'aspect juridique. Donc, la première chose à faire dans un cas comme celui-là, c'est de déterminer c'est quoi l'affectation de la fiducie. Donc, pourquoi que la fiducie a été créée, c'est quoi le fil directeur qui va venir faire en sorte d'être capable de dire est-ce que c'est une bonne décision, une mauvaise décision de nos fiduciaires. Donc, c'est quoi le but poursuivi? Qu'est-ce qui est écrit dans la fiducie? C'était quoi l'intention du testateur? On est dans un cas de testament ici.
Donc, quand il est décédé, avant le décès, quand il a fait son testament, qu'est-ce qu'il avait en tête? Pas qu'est-ce qu'il avait en tête au moment du décès, mais au moment de la rédaction là, du testament. Donc, ça, c'est des éléments qui sont hyper importants pour être capable de venir guider notre fiduciaire pour dire, écoute, ça a été fait pourquoi, puis quelle est la décision que je dois prendre en fonction de l'intention initiale là, qui avait été manifestée. Dans le cas des testaments aussi, je vous rappelle que c'est une interprétation libérale, là, c'est-à-dire que le juge ne va pas s'enfarger sur le choix des mots là, techniques comme on est habitué en fiscalité. Il va plus chercher l'intention, puis essayer de donner un sens aux mots qui ont été utilisés, puis même des fois de combler les défaillances au niveau là, de la rédaction. Les tribunaux ont dit, bon, de toute façon, un testament, c'est comme un contrat en termes de l'interprétation. Donc, ce n'est pas un contrat, un testament, mais on va utiliser les mêmes règles d'interprétation qu'on utilise au niveau de l'interprétation des contrats. Puis un peu aussi ce que je disais, c'est que le but du juge, c'est pas nécessairement d'avoir une approche très théorique ou technique, mais vraiment très pratico-pratique pour essayer de donner effet à la volonté. Puis surtout en testament, des fois, les gens utilisent des mots communs qui n'est pas nécessairement des mots techniques. Donc, il faut vraiment donner un sens à ce qui était l'intention. Je vous ai mis une décision ici de la Cour d'appel là, qui donne vraiment tous les critères là, d'interprétation des testaments, qui résume un peu là, ce que je viens de vous mentionner. Côté important, le processus décisionnel. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, au niveau des fiduciaires corporatifs, c'est très simple parce qu'ils ont un processus décisionnel. Par contre, quand c'est monsieur, madame, tout le monde qui agit, souvent, il n'y a pas de processus décisionnel. Ils prennent la décision sans avoir un processus. C'est important aussi de documenter sa prise de décision. Okay? Ça va être utile éventuellement. Utile pourquoi? Bien, en réalité, le but de cette approche-là, c'est de dire, on veut gérer sa responsabilité comme fiduciaire. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui conteste au niveau de notre décision, bien, je veux être capable de me protéger pour démontrer que j'ai fait un effort raisonnable. Et également de maintenir des bonnes relations avec les fiduciaires ou les gens qui sont, des bénéficiaires puis les gens qui sont alentours pour gérer justement les risques de poursuite puis les risques de contestation. La reddition de compte, hyper importante. Donc, quand on prend une décision comme celle qui a été faite au niveau de la chaise roulante, bien, en faisant notre reddition de compte annuelle à qui? Bien, nos bénéficiaires du revenu, bénéficiaires du capital, comment on la fait par écrit. Puis tout ça va nous permettre là, d'avoir le début de la prescription, donc pour éviter que le problème persiste dans le temps. Puis également, toujours permettre de donner accès aux documents aux bénéficiaires là, qui veulent revoir la reddition de compte. Là, même si le document de testament dit qu'ils n'ont pas le droit d'avoir accès à l'information, qu'il n'y a pas de reddition de compte, là, la reddition de compte est d'ordre public. Donc, même si les documents disent qu'on n'a pas le droit, oubliez ça. Il y a plusieurs décisions là, de la Cour. Là, quand tu es bénéficiaire, tu as le droit de t'assurer que la fiducie est bien administrée. La même chose au niveau des successions. Dans le dossier, il faut se rappeler que Céline n'a pas vécu longtemps suite à l'achat. Céline est décédée. Et là, le bénéficiaire du capital nous reprochait d'avoir fait l'achat en disant « Oui, mais elle s'en est pas servi longtemps, ça s'en est pas vraiment servi. » Alors, pourquoi on parle de reddition de compte, de garder des documents et tout ça? De dire, bien, nous, on l'a bien fait, notre travail, quand on a pris la décision. On ne pouvait pas savoir qu'elle était pour peu l'utiliser et qu'elle était pour décéder dans les mois suivants. Oui, puis l'erreur qu'on voit souvent en pratique, puis ça, vous allez le voir, là, les gens, écoute, moi, la fiducie a dit, j'ai le droit de faire ce que je veux, là. C'est discrétionnaire, donc moi, je n'ai pas de compte à rendre à personne, je décide à mon bon vouloir. Les gens oublient toujours qu'il y a une distinction à avoir entre avoir un droit, comme par exemple, si j'ai des actions privilégiées qui sont rachetables, j'ai un droit de demander d'exercer mon droit de rachat ou un droit de conversion, versus un pouvoir. Puis un pouvoir, ce n'est pas un droit. Un pouvoir, là, on a des responsabilités dans l'exercice de notre pouvoir. C'est là que les gens l'oublient, c'est pas parce que tu peux le faire que si tu le fais, tu n'es pas responsable d'un certain préjudice. Okay? C'est là qu'est vraiment la différence entre un droit et un pouvoir. Et quand on regarde au niveau du fiduciaire, bien, le fiduciaire a des obligations. On parlait là, de respecter l'affectation de la fiducie, ces obligations qui sont prévues au terme de l'acte, prudence, urgence, honnêteté, loyauté, agir pour réaliser le but là, qui était poursuivi là, par la fiducie, agir avec impartialité. Ça, c'est toutes des choses là, que dans toutes les décisions, on doit se poser ces questions-là.
Puis au niveau de l'absence de responsabilité, puis je pense que tu l'as bien mentionné, bien, c'est sûr que si on a un cas de force majeure, vétusté des biens, dépérissement, ou encore si c'est dans l'usage normal, là, puis autorisé du bien, mais ça, tu n'es pas responsable. Donc, les choses normales, s'il arrive un cas qui n'était pas sous ton contrôle, bien, dans la mesure que tu as fait une bonne décision, puis tu as pris tenu compte des bons éléments dans la prise de décision, bien ça, au niveau de ta responsabilité, mais ça ne veut pas dire que parce que tu n'es pas que ta décision est... c'est pas parce que tu n'es pas responsable de la décision que tu as prise que ta décision ne peut pas être contestée. Il y a deux éléments qui est important là, de faire une distinction. Donc, ça, c'est pour vraiment gérer votre responsabilité dans la prise de décision. Est arrivé à Jean et Julie quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Beau couple dans la quarantaine, des bonnes jobs, une belle maison, une piscine, un chien, ils vont dans le sud l'hiver. Ils ont un fils et accident d'automobile. Jean et Julie décèdent dans l'accident d'automobile. Rémi, qui est leur fils, est bénéficiaire de la fiducie et c'est Éric, le frère de Jean, qui est nommé tuteur. Éric est un journalier, il a un emploi qui génère certains revenus, mais ça n'a rien à voir avec la valeur de la fiducie de Rémi. Il y avait des assurances-vie, tout ça. Alors, c'est comme si, pour Éric, quand il regardait les valeurs, il venait de gagner à la loterie. Hein. Son neveu est beaucoup plus riche que lui. Et Éric, c'est un bon gars, là. Il comprend bien les concepts, tout ça. Un gars intelligent. C'est un tripeux de voile. Et là, on a une clause d'affectation qui dit qu'on peut empiéter sur le capital pour le bien-être du bénéficiaire. C'est ça, la clause d'affectation. Est-ce que c'est pour le bien-être de Rémi de procéder à l'achat d'un très, très beau voilier qui est capable de faire de la voile sur le Saint-Laurent? Je pense même qu'il va traverser l'Atlantique avec. Puis Éric, il a toutes ses cartes. Vous savez comment ça fonctionne, là? Les cartes pour être le capitaine de ce voilier-là. Alors, nous, on reçoit cette demande-là. Puis je comprends que ça vous fasse rire, mais nous, c'était pas si drôle, là. Il faut prendre une décision. Alors, comment est-ce qu'on va se dire, est-ce que c'est justifié? Évidemment que pour Rémi, lui, il va triper de faire de la voile. J'en ai pris avec une clause d'affectation qui est extrêmement large. Hein? On voit souvent des clauses d'affectation, on va parler d'empiètement sur le capital pour, par exemple, des besoins médicaux, pour des études, l'achat d'une première propriété. Si on avait eu ça, ça aurait été facile de dire non. Mais on se dit que, ben oui, pour Rémi, ça pourrait peut-être être le fun. Puis alors, finalement, dans ce dossier-là, éducation du tuteur, premièrement, sur c'est quoi les devoirs là, d'un tuteur. Oui, il y a de l'argent dans la fiducie, mais il faut préserver le capital. Si Rémi fait des études, tout ça, on va avoir besoin d'argent. On revient encore à notre comité de décision. Et finalement, dans ce dossier-là, on a fini par faire un compromis. C'est-à-dire qu'on a acheté un plus petit voilier et on l'a acheté, je ne sais pas comment l'histoire s'est terminée, là, mais à ce moment-là, l'histoire a été que le voilier coûtait moins cher et qu'il a été acheté en copropriété entre la fiducie et le tuteur. Et Éric a mis de sa propre argent dans le voilier pour qu'on essaie de trouver un compromis qui puisse satisfaire tout le monde. Ça nous amène aussi, puis on le voit souvent, le bien-être du bénéficiaire. Souvent, ce qu'on regarde, c'est toujours les besoins raisonnables. Okay? Puis là, on va regarder l'âge, on va regarder c'est quoi la valeur des actifs que j'ai. Est-ce que je parle d'un portefeuille de 500 000 ou de 10 millions? L'espérance de vie, l'état de santé du bénéficiaire. Puis on a également tout le concept là, de bénéficiaire, de circonstances exceptionnelles. Par exemple, si le bénéficiaire était un athlète olympique, puis que là, j'ai une demande d'acheter un bateau qui va servir pour des compétitions, bien, c'est sûr que c'est un élément où peut-être notre décision aurait été différente. Puis, comme fiduciaire, on doit regarder également les autres options. Est-ce qu'on peut, au lieu de faire l'achat pour le bateau, est-ce qu'on peut... Parce qu'il y a la question de l'entretien, de l'assurance. Là, on avait un bénéficiaire qui était mineur, ça amène un certain niveau de responsabilité additionnelle. Est-ce qu'on aurait pu louer un bateau pour une certaine période de temps, acheter usagé? En tout cas, il y a tous ces éléments-là comme fiduciaire dans le processus de prise de décision là, qu'on doit considérer. Je l'ai dit un petit peu tantôt, un pouvoir discrétionnaire, même
absolu, c'est jamais absolu. Les décisions ne peuvent pas être arbitraires, elles ne peuvent pas être déraisonnables, puis elles ne peuvent pas être malicieuses. Ça, c'est sûr et certain que ça, c'est des cas automatiquement que la décision peut être contestée. Comme fiduciaire, en termes de gestion de la responsabilité, si on exerce de bonne foi nos pouvoirs discrétionnaires dans la fiducie, généralement, on ne devrait pas être responsable d'une mauvaise décision ou d'un mauvais exercice. On voit en pratique souvent, vous dites non, mais ma décision que j'ai prise était de bonne foi, donc elle peut pas être contestée, donc je ne suis pas responsable, donc la décision ne peut pas être contestée. C'est pas vrai. Au niveau de la jurisprudence, on peut se retrouver dans des situations où on ne va pas rendre responsable le fiduciaire d'une mauvaise décision, mais on peut contester, puis attaquer, puis faire changer la décision qui a été prise. C'est deux concepts complètement différents qu'on ne doit pas... Puis le test au niveau de la responsabilité puis de la validité de la décision, c'est deux tests complètement différents. Le processus décisionnel est important parce que quand on va être fiduciaire, ils vont vous demander qu'est-ce que vous avez considéré. C'est sûr que vous n'êtes pas capable d'énumérer aucun facteur que vous avez pris en compte dans la décision, mais c'est sûr que votre décision elle peut être remise en question de façon importante. Puis également, si la décision est manifestement de mauvaise foi ou encore qu'elle est totalement déraisonnable, bien, vous avez probablement, si vous n'avez pas documenté, vous n'avez pas gardé une preuve des facteurs, bien, peut-être ça peut même entraîner votre responsabilité personnelle. Donc, la documentation est importante. Au niveau des fiduciaires, bien, c'est sûr qu'il y a 4 critères qui sont importants, puis François l'a mentionné. Bien, on va regarder le contexte. Bien, moi, j'ai besoin de garder de l'argent pour l'enfant. J'ai besoin de m'assurer qu'il va avoir de l'argent pour vivre, son logement, l'éducation. Fait que quand on regarde l'utilisation ou l'affectation des ressources de la fiducie, bien, c'est l'ensemble de ces éléments-là. C'est sûr que dans l'acte de fiducie, l'histoire du bateau, bien, c'est sûr que si les parents l'ont mentionné, puis c'était dans l'affectation, je peux mettre de côté mes 3 autres devoirs de fiduciaire. Puis souvent, dans la rédaction, on va faire en sorte que quand on a des objectifs précis, de le mettre en particulier pour s'assurer que le fiduciaire va se sentir confortable de l'exercer, puis pas le mettre dans une position qui est délicate au niveau de sa responsabilité. Un cas classique où dans le testament de Raymond, il y a une fiducie qui est créée pour sa 2e conjointe. Denis et René sont les fils de Raymond, nés d'une union précédente. Très classique. Les bénéficiaires du capital sont Denis et René. Et monsieur faisait affaire à la banque. Il dit, oui, je ne veux pas mettre ça sur les épaules de Denis, René. Donc, je nomme Denis, René et Société de fiducie comme fiduciaire. Donc, Société de fiducie va s'occuper là, de l'administration, la comptabilité, tout ça, l'interaction avec Lise, Lise qui est la deuxième conjointe. Les décisions sont prises à la majorité. Lise a elle-même des enfants d'une première union, elle a elle-même des placements, mais là, elle a compris qu'elle a des droits où elle peut demander de recevoir plus d'argent de la fiducie, elle va recevoir déjà les revenus, elle fait aussi des demandes répétées d'empiètement sur le capital pour diverses raisons. Et là, ici, notre difficulté, elle est que Denis est à l'aise financièrement, mais pas René. Alors, dans la prise de décision, c'est à la majorité. Alors, nous, on contacte Denis, on contacte René pour dire, bon, Lise nous a fait une demande. Denis est en mode, pas encore, donnez-y donc l'argent, ça va être fini, cette affaire-là. Alors que René, lui, il a les 2 pieds sur le break. Okay? À chacune des demandes, lui, il ne veut pas parce que René n'est pas à l'aise financièrement. Alors ici, c'était d'essayer de gérer le conflit. Comment est-ce qu'on fait pour gérer les différends entre les fiduciaires? On se trouve comme assis entre 2 chaises. Les relations entre Denis et René ne sont pas faciles. Alors, là, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait pour gérer le conflit d'intérêts? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme facteur dans notre prise de décision? Comment se protéger? Hugo en a parlé, se protéger contre une contestation éventuelle. Nous, on a l'impression qu'on est l'arbitre, mais comme je vous dis, Denis est toujours en mode « Allez-y, arrêtez donc de m'appeler, moi je suis d'accord ». Il était presque d'accord à donner son accord à l'avance.
sur les futures décisions de Lise. Alors oui, ici, on s'assoit avec les deux fiduciaires. C'était séparément, ils ne se parlaient plus à un moment donné. Là. Donc, éducation des fiduciaires, de comprendre c'est quoi le rôle, la protection du capital. Si Denis ne veut plus rien savoir, il peut toujours démissionner, puis on verra gérer la situation à ce moment-là. Encore ici, documenter la décision et encore ici, se dire qu'une bonne clause d'affectation nous aurait sûrement aidé dans notre travail. Au niveau de l'affectation, je reviens encore là-dessus, c'est hyper important, c'est-à-dire que comment je vais interpréter cette clause d'empiètement discrétionnaire sur le capital dans un contexte de deuxième mariage, fiducié ou conjoint. Un élément qui est important, c'est ce que j'appelle, moi, l'historique familial. Donc, on va regarder, quand monsieur était vivant, puis quand il a signé son testament, là, comment il compte, comment c'était fait là, au niveau du partage, au niveau des ressources financières. Donc, si monsieur, par exemple, payait l'ensemble des dépenses, puis qu'il a fait une fiducie exclusive au conjoint du type qu'on avait dans le cas de Raymond, bien, c'est sûr que l'intention, ou ce qui était l'attente raisonnable, c'est d'avoir justement cette même contribution-là pour la suite des choses. C'est sûr qu'on va regarder l'âge des bénéficiaires, les ressources financières de madame, mais également des enfants. Parce que le rôle, c'est le rôle de protéger l'intérêt de tous les bénéficiaires. Donc, vraiment, la mise en contexte est hyper importante. La rédaction dans le testament de la fiducie exclusive va être très importante. Donc, de remettre un peu de contexte, de savoir comment donner les bons guides au niveau de mon fiduciaire pour qu'il soit capable de bien gérer. Souvent, vous allez voir pour gérer justement ce conflit d'intérêts-là avec mes fiduciaires, on va des fois prévoir des paiements ou des distributions minimum annuelles. Donc, ça, c'est vraiment pour s'assurer, parce qu'on voit beaucoup de litiges où un des fiduciaires, qui est également bénéficiaire, va bloquer toutes les distributions en disant, bien, écoute, quand ma belle-mère va décéder, moi, je vais hériter cet argent-là, fait qu'elle n'a pas de besoin, fait que on coupe, puis ça va me revenir éventuellement. Donc, pour protéger ces éléments-là, les conflits potentiels, on peut, dans les documents, prévoir des distributions minimum qui règlent, d'une certaine façon, certains conflits potentiels qu'on voit dans plusieurs dossiers. C'est ça. Puis au niveau de la discussion, au niveau de la clause d'empiètement, souvent, on va avoir la discussion lors de la rédaction. Comment large on veut avoir une discrétion sur la distribution? C'est-tu une grande porte ouverte ou une petite porte ouverte? Puis ça, bien, c'est important sur la personne qui est appelée à faire la rédaction, de prendre des notes, d'avoir ces discussions-là, puis de le garder, parce que ça va revenir. Et éventuellement, si on a besoin d'avoir l'interprétation du testament, d'avoir accès à ces informations-là. D'ailleurs, j'ai vu un dossier il n'y a pas longtemps où dans la clause, c'était un cas exactement comme celui de Raymond, la clause disait que madame devait utiliser ses propres ressources, donc utiliser ses propres biens, avant de commencer à faire des demandes d'empiètement de capital sur la fiducie. Oui, puis on le voit, on a un dossier où on a été impliqué. La conjointe a complètement donné l'ensemble de ses actifs, a strippé complètement la fiducie. Avec une gestion, c'est ça, en anglais, il y a ça, blind administration, là, une gestion aveugle, c'est-à-dire que les fiduciaires hostiles ne veulent pas donner d'informations. Donc, on le voit beaucoup, là, ces conflits-là. Donc, la rédaction, je pense qu'elle est très importante. Comment on fait pour gérer justement ce conflit d'intérêts-là? Parce que là, j'ai deux personnes qui sont co-fiduciaires. J'ai mon fiduciaire corporatif qui, lui, a une responsabilité des décisions, même s'il n'est pas d'accord avec les décisions, il entraîne quand même une responsabilité. Ça, je pense que c'est hyper important. Donc, au niveau de la procédure de prise de décision, surtout dans un contexte où vous êtes minoritaire, donc vraiment d'avoir un ordre du jour, procès-verbal des réunions, de vraiment documenter. Si jamais on n'est pas d'accord avec des décisions, par exemple, un refus de distribution, donc l'avis à la dissidence est hyper importante. Donc, si quelqu'un décide d'empêcher, nous, on peut, puis on est contre le refus, on pourrait aviser nos co-fiduciaires et les bénéficiaires de notre opposition à la décision qui a été prise. Il y a toujours la question de l'obtention des avis juridiques. Ça, c'est quelque chose qui est important pour gérer sa responsabilité. Jugement déclaratoire, donc vraiment dans des cas d'impasse, on peut s'adresser à la Cour, on va demander un genre de jugement en instruction. Donc, on demande au juge
de trancher cette situation-là, qui peut être soit litigieux ou non litigieux. Là. Des fois, on peut faire même une demande commune sans que ça soit très, très litigieux, là. Donc, dans la mesure où c'est bien présenté, puis que les intérêts des deux parties est bien énoncé, puis on laisse au juge là, trancher la question. Il y a l'arbitrage aussi là, qui pourrait être un élément, mais j'aime beaucoup, moi, de gérer sa responsabilité, parce que souvent, on peut se retrouver où là, on a 2 ou 3 intervenants autour de la table, il y en a un qui décède, puis là, c'est peut-être les enfants du bénéficiaire, qui étaient fortunés, qui, eux, vont vouloir contester les décisions. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut regarder, c'est pas justement sur l'immédiat, mais de regarder un petit peu plus large. Ça, je vais juste aller là. On peut se retrouver dans une situation de ce que nous, on appelle des fiduciaires hostiles. Des fiduciaires hostiles, c'est lourd. OK? Puis là, comment on fait pour gérer un fiduciaire qui est devenu hostile? Souvent, quand on est le bénéficiaire, puis on fait des demandes, puis c'est tout le temps des refus, bien, c'est sûr qu'on peut s'adresser à la Cour pour forcer le fiduciaire à exercer sa discrétion, puis forcer à faire des distributions. Donc, dans un cas ici où on aurait eu la majorité des fiduciaires qui bloquaient tout le temps les distributions, mais madame aurait pu s'adresser à la Cour pour faire forcer des distributions, puis prouver la nécessité là, au niveau financier là, de continuer à avoir les mêmes distributions qu'elle avait là, du vivant là, de monsieur. On a également ce qu'on appelle, nous, le recours en destitution. Donc, on peut s'adresser à la Cour pour faire remplacer un fiduciaire hostile. Ça, je vous dirais, ça prend quelque chose d'assez majeur. C'est-à-dire qu'habituellement, la Cour va vouloir respecter l'intention du constituant ou du testateur. Okay? C'est hyper important. On a la même chose en termes de mandat de protection. On met beaucoup d'emphase sur les gens de confiance de la personne qui avait fait le document. Donc, ça, c'est un élément où la Cour le reconnaît. Donc, qu'est-ce que ça prend pour être capable de destituer quelqu'un? Ça prend des manquements sérieux puis d'une certaine gravité. On voit souvent des gens qui vont faire un recours. « Ah, c'est parce que moi, je n'ai pas confiance à cette personne-là. » Ou encore, « Ouais, mais tu sais, indirectement, il y a des intérêts divergents. » Ou j'ai une appréhension de ça. Il n'y a jamais une décision qui va donner lieu à ça. Donc, ça prend vraiment quelque chose de sérieux pour qu'un juge là, va destituer un fiduciaire et non pas juste une apparence là, de conflit. L'autre élément un autre recours qu'on peut prendre, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle, nous, un remplacement temporaire. C'est-à-dire, je pourrais demander à la Cour, on a un conflit avec le fiduciaire Y, est-ce qu'on pourrait le remplacer temporairement le temps de régler le litige? Okay? Donc ça, c'est une procédure qui est exceptionnelle. Je vous disais, pour les plaideurs là, dans la cour, dans la pièce, vous allez reconnaître, c'est les critères pas mal de l'injonction. Donc, quand j'ai une situation qui, ça prend une apparence de droit, donc un conflit réel, un préjudice qui est sérieux si je décide de maintenir la situation, on va essayer de faire une balance des inconvénients, puis ça nous prend une urgence d'agir. Fait que ça, c'est pas mal les mêmes critères que l'injonction. Donc oui, c'est un recours, mais encore là, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Si on est dans un cas où on a un fiduciaire qui va bloquer systématiquement toutes les décisions, on a d'autres recours. Okay? Ça, c'est 1333. Donc, si on a un acte qu'on appelle conservatoire, ça, on va pouvoir le faire. N'importe lequel des fiduciaires va pouvoir prendre un geste pour protéger les actifs là, de la fiducie. On pourrait également demander au tribunal, si on a besoin d'avoir un acte de célérité, là, de dire, bien, juste pour cette transaction-là, pouvez-vous nous l'autoriser? Donc, c'est une procédure spéciale pour un acte très, très spécifique. Puis également, ce qu'on peut demander, c'est demander au tribunal une ordonnance spéciale. Puis là, l'ordonnance spéciale, ça peut être n'importe quoi, où là, le juge va pouvoir dire, écoute, pour une certaine période, voici la mécanique de prise de décision, le temps que le dossier, au fond, soit réglé. Donc ça, c'est le troisième point où on a donné, là, c'est que soit qu'on peut dispenser certains fiduciaires d'agir à la majorité, on pourrait diviser les fonctions de fiduciaire, donc tel fiduciaire va s'occuper de tel élément, tel autre élément, donc vraiment arranger ou réarranger la prise de décision. Gordon.
On y va avec Gordon. On a un autre cas classique ici. Gordon, homme d'affaires à succès, a encaissé l'entreprise à la retraite, vit une belle retraite avec sa deuxième conjointe qui s'appelle Rolande. Et là, je vous ai mis un état de la valeur là, parce que vous voyez que l'actif important, ce sont les actions de sa compagnie de gestion. Sans grande surprise, là, pendant qu'il exploitait la compagnie, tout était réinvesti. Donc, c'est vraiment pour lui, l'argent est dans la compagnie de gestion. De son vivant, il se verse des dividendes qui sont utilisés pour payer ses dépenses. Il vit une belle vie. Tout ça fonctionne très bien. Jusqu'au décès de Gordon, où là, il crée une fiducie pour détenir les actions de la compagnie de gestion en se disant, bon, bien, Rolande recevra tous les revenus générés par les actions. Excusez, ça me fait rire, vous me voyez venir. Hein? Alors, Rolande aura droit à recevoir tous les revenus. Les revenus étant quoi? Les dividendes versés sur les actions de la compagnie. Et là, ben, Gordon, tout naturellement, avait fait nommer Rick comme étant l'administrateur de la compagnie. Et là, Rick, qui est le fils d'une première union, réalise qu'il n'est pas obligé de verser des dividendes sur les actions. Alors, il ne verse pas de dividendes, la fiducie n'a pas de revenus, et là, Rolande dit, ben oui, mais attends un peu, là, de son vivant, Gordon, là, c'est lui qui nous faisait vivre. Alors, on a ici une difficulté de dire, ben, est-ce que dans le testament, on aurait pu avoir de meilleures instructions pour éviter, dans le fond, que là, on entre vraiment dans un conflit assez important entre Rolande et Rick. On parle encore ici de conflit d'intérêts. Là, Rolande nous dit, ben là, je vais le poursuivre pour l'obliger à verser des dividendes. Là, nous, on se dit, OK, on peut-tu faire ça? On a besoin de conseils, finalement, de dire comment est-ce qu'on peut gérer cette situation qui est explosive. Puis, c'est vraiment, encore ici, on se ramène à la clause d'affectation. Puis, Hugo va vous dire, ouais, mais il faut chercher l'intention du testateur. Moi, je dis, là, quand on se dit, il faut chercher l'intention du testateur. Pourquoi il n'y aurait pas eu un petit peu plus de temps? Puis là, j'ai envie de m'adresser, à mes collègues notaires qui font la rédaction, mais aussi à vous qui conseillez vos clients. C'est pas vous qui allez rédiger, ou en tout cas, c'est pas votre expertise, mais de dire aux clients, ouais, mais fais attention, là, quand ça va arriver dans la vraie situation, mettez-vous dans les souliers des gens qui vont avoir à gérer la situation à ce moment-là. Puis est-ce que, moi j'adore ça, là, dans les testaments fiduciaires quand il est écrit, pour plus de clarté, c'est pas juridique, là. Pour plus de clarté, je crée cette fiducie dans tel objectif et tout ça. Là, un paragraphe qui n'est pas tant juridique, mais comme le testateur vient écrire son intention. Alors, on a moins besoin de la chercher dans ce temps-là. C'est un très bon point. Puis effectivement, c'est souvent des clients, ah, ben, mes fiduciaires décideront. Non, mais je dis, si vous n'êtes pas capable de décider aujourd'hui, là, vos fiduciaires, ils ne le sauront pas plus. Fait que là, il faut lui donner des instructions. Fait que c'est un élément, effectivement, François, puis ça, on le voit souvent. Puis souvent, moi, j'appelle ça le fiduciaire fin finaux, où il dit, ben, on a fait une structure, puis là, on a transféré l'argent dans une société de gestion, on ne versera pas de dividendes, comme ça, madame n'aura rien. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, on voit ça dans les films à la télévision, là, mais dans la vraie vie, il n'y a pas personne qui a créé une fiducie excusez vos conjoints, où je dis, dans mon affectation, je veux que la totalité des revenus aille à la conjointe. Puis là, comme juge, je dirais, ah oui, c'est vrai, le fait qu'on a tout transféré le portefeuille dans une compagnie, puis qu'il n'y a pas de dividende qui est versé, effectivement, c'était ça l'intention, puis c'est tout thumbs up, là, on prend une bonne décision, puis c'est ça qui est mon rôle de fiduciaire, de rien verser à madame, là. Fait que ça, je vous dirais, on le voit souvent. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce genre d'éléments-là, souvent dans un contexte de conflit d'intérêts, ça, on le voit beaucoup. Donc oui, effectivement, il faut le gérer. Ça nous amène à la définition de revenu. Puis c'est drôle parce qu'on parlait tantôt, on a quoi? On a le revenu civil, on a le revenu comptable, on a le revenu fiscal. C'est 3 types de revenus complètement différents. Celui qui est méconnu, le comptable, il est pas pire, puis le fiscal aussi, là, parce qu'au moins une fois par année, le fiscal, on doit le déterminer. Celui qui est jamais déterminé, c'est le revenu civil.
qu'est-ce qui est du revenu, qu'est-ce qui est du capital. Ça, souvent, là, je vous dirais, c'est une erreur que nous, on voit en pratique. Là. Souvent, bon, le fiscal, on le fait, le comptable, il y en a qui ne le font pas parce qu'ils ne font pas d'état financier pour les fiducies, mais je vous dirais, on le voit, ça absolument, c'est assez bien géré, mais le revenu civil, là, ça, c'est complètement là, oublié. On peut aller dans l'acte de fiducie prévoir justement qu'on peut tenir compte là, des revenus si jamais j'ai une société de gestion. Souvent, dans un cas comme celui-là, l'approche du juge va être assez simple. Elle va regarder, bien, écoute, est-ce que j'avais une historique de distribution de dividendes dans la compagnie? Donc, si à chaque année, Gordon se versait des dividendes, puis qu'il fait son testament, puis on donne la totalité des revenus à madame, bien, c'est sûr que lui, dans sa façon de penser ou de structurer son testament, bien, c'est sûr qu'il prend en considération les dividendes qu'il verse annuellement. Okay? Donc, ça, l'historique, que j'appelle l'historique de distribution, ou encore l'historique familial. Donc, comment Gordon là, traitait le monde. Là, est-ce que madame a des actifs par ailleurs, ou elle n'en a pas? C'est quoi les sources de revenus? Donc, c'est tous des éléments, là, je pense, qui sont importants là, de considérer. Puis, il faut toujours, comme je disais, se remettre, c'est pas qu'est-ce que Gordon aurait décidé aujourd'hui, où là, je me mets dans les pieds avec la réalité en 2024, c'est qu'est-ce que Gordon aurait fait quand il a signé son testament. Donc, c'était quoi cette intention-là au moment de la signature du testament avec ce qui existait comme situation et non pas ce qu'il ferait lui aujourd'hui. Ce qu'on ferait aujourd'hui, c'est plus la raisonnabilité de la décision du fiduciaire, où là, je me mets dans la position d'aujourd'hui, puis je dis, est-ce que ma décision est raisonnable dans les circonstances avec les faits qui sont alentour de moi? Mais le plus important, c'est la décision ou l'intention au moment de la signature. Ça, c'est complètement oublié, là, je vous dirais, dans plusieurs des cas que nous, on a été impliqués. Conflit d'intérêts potentiel, ça, c'est hyper important. On le voit souvent, des situations où on a une absence de revenus. Tu dis, ben moi, je ne vais pas l'investir, l'argent. C'est trop compliqué. Je dis, ben, attends une minute, c'est parce que moi, j'ai un bénéficiaire du revenu, j'ai un bénéficiaire du capital. On doit quand même faire un équilibre entre l'accroissement de la valeur du portefeuille, mais également générer du revenu pour permettre à payer mes dépenses, puis payer les distributions, puis souvenir au bien-être de mon bénéficiaire. Donc, vraiment, c'est un équilibre entre les deux. C'est sûr qu'un fiduciaire qui décide de ne pas investir aucun de ses montants, bien ça, c'est définitivement une responsabilité personnelle. Il pourrait décider, écoute, moi, je vais prêter la totalité de l'argent à ma société de gestion sans intérêt. Ça, on l'a vu, ou encore dans une compagnie dont le fiduciaire est actionnaire. Mais ça, c'est pas valide. Là. Oui, tu peux le faire, mais tu as une responsabilité de fiduciaire, là, puis une responsabilité personnelle pour le manque à gagner. La même chose, j'ai des actions privilégiées qui ne donnent aucun rendement. Je ne demande pas le rachat des actions. Ça aussi, là, c'est un élément qui est important. Là. Si j'ai 10 millions d'actions privilégiées, puis il n'y a aucun dividende, puis ils sont rachetables au gré du détenteur, puis on décide de jamais les racheter, il y a une question de responsabilité qu'il faut gérer. Fait que, si c'est ça qu'on veut faire, bien, il faut gérer dans la rédaction, parce que sinon, je mets à risque mes fiduciaires qui vont administrer ma fiducie. Donc, c'est des éléments qu'il faut tenir compte là, dans l'élaboration du plan global. On l'a mentionné tantôt, c'est pas parce que je vote contre une décision que je ne suis pas responsable. puis ça, c'est important. Parce que, ben moi, je me suis abstenu de voter ou j'ai voté contre. Oui, mais tu es responsable pareil. C'est comme fiduciaire, là, c'est ta responsabilité. La seule façon de te libérer de ta responsabilité, c'est d'envoyer un avis de dissidence à tes bénéficiaires. Pourquoi? C'est pour leur permettre à eux d'exercer leur recours. Fait que ça, c'est des éléments, là, je vous dirais qu'en pratique, qui est très souvent oublié. Souvent, il y a mais moi, j'ai une clause de dégagement de responsabilité. Je vous dirais, c'est pas mal plus limité la protection que ça donne que ce que vous pensez. Je vous ai mis la décision Bell contre Molson, qui donne une bonne idée des limites à ces dégagements-là de responsabilité. Donc, la gestion de la distance, on en a parlé tantôt. Le seul élément que je voudrais peut-être rajouter, c'est on est souvent, quand le problème a atteint un certain niveau, mais là, le fiduciaire dit, bien, moi, je démissionne, je donne mon avis de démission, puis je m'en vais. OK? Puis ça, c'est un réflexe qui est humain, là. Mais la question, c'est que je ne peux pas démissionner comme je veux.
Oui, le document il dit j'ai le droit de démissionner. Oui, tu as le droit de démissionner. Mais si tu démissionnes, tu peux être responsable pour les préjudices que tu as causés. Fait que souvent, quand ça commence à aller très mal, puis il y a des droits des personnes ou des bénéficiaires qui sont à risque, puis que toi, qui est un moment non opportun, tu décides de quitter le navire puis de t'enfuir, bien, en réalité, ça peut causer un préjudice, puis tu peux être responsable de ce préjudice-là que tu as causé. Fait que ça, je vous dirais, c'est hyper important, parce que ce qu'on dit, c'est si on a une démission sans motif sérieux ou à contretemps, ou une démission qui équivaut à un manquement à ses devoirs fiduciaires, c'est-à-dire que tu as un devoir de protection, puis tu t'en vas, puis tu laisses le bateau couler, bien, définitivement, tu vas être responsable. On parlait... Moi, j'ai un dossier où les deux frères se parlaient tellement plus qu'il y en a un qui a démissionné, effectivement. Puis après ça, il m'a appelé puis il dit « C'est quoi la procédure pour que mon frère soit plus mon frère? » Ça, c'est pas pire. 30 secondes, recours en oppression. Donc, quand on se retourne à des situations comme celui-là, si la fiducie n'a pas le contrôle de la société de gestion, on va devoir prendre un recours en oppression pour forcer la distribution. Il y a la décision Ludmer là, qui a été rendue il y a quelque temps qui est importante. Donc, juste avoir en tête où vont être les droits de vote, c'est quoi les critères, les droits et privilèges qu'il y a sur les actions qui vont être dans la fiducie, c'est qu'est-ce que prévoit la convention entre actionnaires, c'est quoi les attentes raisonnables. On envoie beaucoup de recours en oppression, mais c'est un outil là, qui peut définitivement nous servir là, quand on a un blocage et qu'on n'a pas le contrôle là, de la société, où est-ce qu'on a l'argent. On a un dernier cas pour vous. C'est une collègue avocate en litige successoral qui m'appelle. Elle dit « François, là, j'ai besoin de toi. » là. Elle dit « J'ai ce dossier-là. » Puis elle dit « J'ai vraiment besoin de tes lumières. » là. Roger était en conflit majeur avec son fils, mais adorait ses deux petits-enfants. Alors, il a tout simplement décidé de rien léguer à son fils. Donc, c'est presque la totalité de la fortune de Roger qui est léguée dans une fiducie pour ses deux petits-enfants qui ont 20-21 ans. On parle d'un 6 millions de dollars et Roger, quand il fait ses calculs, tu parlais du temps, là, où est-ce qu'on se place dans le temps, là? Roger, quand il fait ses calculs, les taux d'intérêt sont à 8 6 fois 8, 48, 480 000 par année. My God, je le ramène ça jusqu'à 60 ans. C'est beaucoup d'argent. Mes fiduciaires, c'est mes potes, c'est son avocat, son comptable et son meilleur ami. Ça va être parfait. Pourquoi l'avocate m'appelle? On est dans une situation où les taux sont plus proches de 3 %. Donc, on ne génère plus là, le 480 000 qui était dans la tête de Roger. On génère beaucoup moins que ça. Et les fiduciaires prennent leur rôle très au sérieux. Ils se rencontrent régulièrement dans de bons restaurants. Ils passent beaucoup d'heures à administrer la fiducie et on leur dit qu'ils auront droit à des honoraires raisonnables qu'eux considèrent raisonnables. Et je le sais que dans votre tête, la plupart, vous dites « Ouais, les sociétés de fiducie, ça coûte cher. Hein, on ne veut pas faire affaire avec les sociétés de fiducie. » Moi, je fais des calculs, ils sont au double. Okay? Donc, les fiduciaires ont des honoraires annuels du double des honoraires d'une société de fiducie pour les mêmes services. Okay? C'est un vrai de vrai dossier. Là. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Bien là, les recours en destitution, d'ailleurs, l'avocate, quand elle m'appelle, c'est parce qu'elle reçoit un mandat des deux bénéficiaires qui disent, bien nous, on veut faire destituer les fiduciaires parce que ce n'est pas raisonnable. Alors, quels sont les recours? Hugo va nous en parler. La clause de rémunération, on nous pose ces questions-là à chaque fois qu'on fait des planifications. C'est quoi la rémunération? Les gens ont beaucoup confiance. Roger avait une entière confiance en son avocat, son comptable et son meilleur ami, mais la clause, c'est des honoraires raisonnables pour leur service. Et quand tu parles à ces gens-là, bien, eux, ils ne se considèrent pas déraisonnables. Ils disent, on doit bien ça à Roger, de bien s'occuper de l'argent des petits-enfants. Et les petits-enfants, eux, sont catastrophés de notre côté en se disant, bien, il n'y en a plus de revenus. À chaque année, ils ne nous versent pas de revenus parce que des revenus nets, finalement, il n'y en a presque plus parce que tout passe en honoraires. C'est un cas classique, une jurisprudence qui est sortie l'année passée. Je pense que le fiduciaire chargeait quelque chose comme 100 000 $ par année, là. Parce qu'il trouvait que madame, qui était femme d'affaires et qui était la bénéficiaire,
qui était la fille du défunt, n'avait pas assez de connaissances, fait qu'il devait continuer à gérer les immeubles qui avaient été légués là, dans la fiducie. Mais c'est un enjeu qu'on a dans plusieurs cas. Le fiduciaire de base a droit à une rémunération, ça c'est correct. On va regarder souvent qu'est-ce qui est prévu dans l'acte. Souvent, est-ce qu'on va mettre un taux horaire? Est-ce qu'on va mettre au niveau de ce qui est déterminé en fonction de l'usage dans le marché? On va regarder la complexité de la tâche, le temps consacré. Mais là, c'est sûr qu'on est dans un cas qui est peut-être extrême, effectivement, qui était là, mais c'est pas un cas isolé. C'est des cas qu'on voit quand même souvent. La rémunération fait partie de la reddition de compte. OK, puis ça, je pense que c'est important. Si on ne va pas se contester notre rémunération, de régulièrement faire des redditions de compte à chaque année, divulguer les honoraires qui sont facturés. Souvent, on dit « Ah, mais si jamais on destitue le fiduciaire, on le remplace, bien, il a le droit quand même à sa rémunération. » De base, là, c'est pas parce qu'il démissionne ou il est destitué qu'il n'a pas le droit à sa rémunération. Au niveau des dépenses, bien, un fiduciaire a le droit au remboursement de ses dépenses. Les dépenses, il faut que ce soit raisonnable. Il y a également, toutes les dépenses sont incluses dans le cadre de ses fonctions, sont habituellement des dépenses qui sont incluses. Puis là, c'est sûr que, par exemple, j'ai les bénéficiaires qui prennent un recours contre mon fiduciaire en destitution, bien, il a le droit à ses honoraires d'avocat pour se défendre. Okay? La reddition de compte, si la reddition de compte est contestée, habituellement, également, il a le droit au remboursement des honoraires. Par contre, si dans le cadre du processus, on se rend compte que les recours qui ont été pris par les bénéficiaires étaient justifiés par de la mauvaise foi, des refus injustifiés ou une destitution pour cause, mais là, le tribunal va dire non, il va dire au fiduciaire, c'est toi qui vas assumer là, tes responsabilités parce que c'est été causé par ta faute. Okay? Fait que ça, c'est des éléments, je pense, qui sont importants. Puis il faut comprendre que théoriquement, le fiduciaire ne peut pas se payer ses honoraires. Là. Ça va dans la reddition de compte, c'est un item de la reddition de compte, donc il faut s'entendre sur une base annuelle. C'est une contestation, c'est le tribunal là, qui va trancher. On va terminer, je pense, là-dessus. Le dernier choix que je voulais vous mentionner, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus tout le mécanisme de remplacement. Tu sais, souvent, il y a des fiducies qui durent pendant plusieurs années, donc de savoir qui va remplacer, d'avoir une liste de gens de confiance, ça, je pense que c'est très important. Encadrer la rémunération. Puis également, le plus facile, c'est d'avoir des ententes d'honoraires avec les bénéficiaires. Si tu es fiduciaire, puis tu sais que tu vas agir, puis que tu vas avoir une contestation de la part des bénéficiaires, à un moment donné, peut-être les premières années, ça peut être drôle, là, mais d'agir à long terme en conflit avec les gens pour qu'ils t'administrent, c'est très problématique. Donc, j'espère que vous avez beaucoup apprécié là, notre balayage là, des cas pratico-pratiques qu'on a vus. Puis vraiment, la position ou la perception de la personne qui a à prendre la décision, puis du côté juridique de comment on conseille, puis qu'est-ce qu'on doit regarder sur l'aspect peut-être plus technique en arrière. Puis ayant en tête que dans la rédaction, dans l'élaboration de vos planifications, ce qu'on a parlé aujourd'hui, là, ça devrait être des lumières qui s'allument automatiquement pour être capable d'aborder ces éléments-là avec vos clients. Merci tout le monde. Merci.